Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On va parler du programme de votre candidat et de ses propositions de ce week-end. Mais d'abord, l'actualité, c'est ce débat sur la dépénalisation du cannabis qui ressurgit. 5 des 7 candidats en lice à la primaire de la gauche y sont favorables. Vous le savez, 150 Marseillais ont signé un appel dans le JDD ce week-end. Quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon ? Elle est là, dans notre ouvrage. Nous portons cette proposition également de dépénaliser et de légaliser le cannabis et aussi de mettre en œuvre une politique de santé publique pour expliquer tout de même les dangers que ça peut porter. Mais ils ne sont pas plus importants finalement que l'alcool. Donc arrêtons d'entretenir ce qu'on voit bien souvent, déjà un commerce illégal. Donc précision, c'est légalisation et dépénalisation. Dépénalisation, oui. De la commercialisation aussi. Tout à fait. Et de la consommation. Tout à fait. Ce serait pour être le rôle de l'État de participer à cette vente. Voilà. Mais c'est un sujet qu'il faut aborder tranquillement. Hein. Je comprends que nos concitoyens peut-être s'interrogent. Mais c'est pour mieux lutter contre le cannabis, oui, in fine. Oui, il faut. Non, mais c'est la vérité. Pour éviter qu'aujourd'hui ce soit consommé des fois de manière comme ça illégale, que ça suscite des trafics parallèles, illégaux, comme on le voit, qui entretiennent dans certains endroits une espèce d'activité économique parallèle, illégale. Et ce qui est intéressant dans l'appel disent les gens de Marseille, c'est que beaucoup de crimes qui ont été commis récemment étaient pour des trafics de cannabis. Et à l'inverse, on voit bien quand beaucoup de gens aujourd'hui consomment, on peut le regretter ou pas, mais c'est une réalité. Je crois qu'il y a des chiffres assez significatifs, notamment dans les jeunes de 20 à 30 ans, mais même au-delà. Et on observe en plus bien souvent que de la part de la police, il y a parfois, c'est le prétexte à faire du chiffre pour des activités peu intéressantes finalement. Les policiers même le disent. Comme on leur demande de faire du rendement, on va faire un peu, des fois on va le dire aussi, du contrôle aux faciès, on va trouver un peu de cannabis dans la poche de tel ou tel jeune, etc. Donc la prohibition est un échec, c'est votre position. Voilà. Pourtant, vous me parliez des élus socialistes. Tout le monde dans la cité phocéenne n'est pas sur la même ligne. Samia Ghali, sénatrice socialiste, était sur notre antenne ce matin. On va l'écouter, vous lui répondez. Si c'était la solution, je vous avoue qu'à titre personnel, j'aurais soutenu cet appel, mais bien au contraire, ça va accentuer le trafic vers d'autres drogues qui existent déjà, notamment la cocaïne, qui est aujourd'hui au même niveau que le cannabis sur la ville, et bien sûr l'héroïne qui reviendra, qui est déjà malheureusement un peu présente, mais qui reviendra encore plus fortement que ce qu'elle n'est déjà présente. C'est grave ce qu'elle dénonce, ces craintes vers d'autres drogues. J'avoue que je comprends pas très bien le raisonnement. Il faut quand même pas mettre un signe égal entre l'héroïne et la cocaïne et le cannabis. Pour la santé, enfin, c'est autre chose. Il est hors de question de tolérer de tels stupéfiants. Et je ne vois pas pourquoi le fait, une fois de plus, de soulager la police de finalement ce travail inutile sur le cannabis devrait empêcher de mieux lutter contre notamment le trafic d'héroïne et de cocaïne. Donc là, et ce débat va peut-être faire un peu bouger les lignes dans cette présidence. Mais nous le portons ce débat. Hein. Je veux dire, insister une chose, parce qu'on a proposé notre programme, qu'avant cet appel du JDD qui est très bien, c'est dans les propositions de Jean-Luc Mélenchon. La primaire socialiste, on va en dire un mot. La surprise Arnaud Montebourg, qui d'enquête en enquête apparaît comme en tête, vainqueur de la primaire. C'est pas forcément une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez des points communs, ça mord un peu sur vos plates-bandes. Mais au contraire, enfin, il n'y a pas de souci. Déjà, il n'a pas gagné. Premièrement, je voudrais vous féliciter d'appeler ça la primaire socialiste, la primaire du PS, et pas la primaire de la gauche, comme le répète. La Belle Alliance Populaire, c'est son nom officiel. Belle Alliance Populaire, donnons-lui son nom, parce qu'en fait, c'est un congrès socialiste pour savoir qui sera le candidat du PS. Alors, on va voir qui c'est qui va sortir de ça. Moi, je suis pas persuadé que ça suscite un grand intérêt, parce que de toute manière, quel que soit le vainqueur, il est perdant. Monsieur Montebourg, alors, on va voir ce que disent les sondages, qui, sur les primaires, ont parfois du mal à évaluer les choses. S'il était le candidat du PS, fait un score très très bas. Et donc, il nous dit souvent, il y a un problème les uns les autres, il ne faut pas qu'il y ait trop de candidatures. Bah, peut-être que si c'est Monsieur Montebourg qui est désigné candidat de cette primaire, il serait plus sage qu'il se retire, s'il a le sentiment de dire des choses qui sont semblables aux nôtres. Mais ceci dit... Vous nous dites toujours, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'un candidat socialiste issu de cette gauche de gouvernement ne sert à rien. Pourquoi vous l'appelez gauche du gouvernement? Moi, nous sommes là pour faire participer au gouvernement. Nous sommes là pour diriger le pays. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le mieux placé pour être au second tour et l'emporter, être président de la République. Non, mais donc il n'y a pas la gauche du gouvernement. Oui, eux. La Belle Alliance Populaire. Non, mais parce qu'attention, il ne faut pas faire croire aux gens. C'est violent pour tous les électeurs qui pourraient se déplacer pour choisir. Non, ce qui a été violent, c'est la politique menée depuis 2012 et le profond fossé qui a été creusé par cette politique. Les mensonges, c'est ça le problème qui les marque tous, c'est qu'ils ont tous été ministres à des degrés divers. Monsieur Montebourg était ministre lorsque François Hollande n'a pas renégocié le traité Sarkozy-Merkel au niveau européen qui nous impose, vous savez, cette politique d'austérité. Et au bout d'un moment, il faut que le candidat soit aussi en osmose. Attendez, je termine avec le programme parce que c'est, je crois, ce qui
qui fait la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est que nous sommes restés cohérents. Mais le traité Sarkozy-Merkel, vous en parlez. Jean-Luc Mélenchon, il fait quoi s'il est élu? Il va réussir à le renégocier? Il va réorienter l'Europe? C'est clair, nous disons que ces traités, qui sont illégitimes d'ailleurs, parce que les Français n'ont jamais pu vraiment se prononcer là-dessus, il est hors de question que nous soumettions notre politique, c'est-à-dire que notre politique ne puisse pas être appliquée en raison de ces traités. Donc clairement, nous désobéirons à ces traités. Nous le disons clairement. Et nous essaierons de créer les conditions. C'est ce que nous appelons notre plan A, plan B. Sortir de l'Union européenne? Si nous n'arrivons pas à ce qu'il y ait autre chose qui soit renégocié, c'est-à-dire quelque chose notamment qui mette un terme à ces politiques d'austérité, qui mettent fin à l'indépendance, par exemple, de la Banque centrale. Le scénario du Frexit par référendum, comment ça pourrait se... Alors, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'Union européenne sans la France, en vérité. Parce qu'à la différence, certains qui nous regardent ont peut-être suivi le débat des mésaventures qui sont arrivées au gouvernement de M. Tsipras en Grèce. C'est que Mme Merkel et puis même M. Hollande ont donné la main à ce que toutes ces velléités un peu de s'émanciper des traités européens ont été écrasées, mais la Grèce, c'était 2% du PIB. La France, c'est 18% du PIB de l'Union européenne. Il n'y a pas d'Union européenne sans la France. Il n'y a même pas d'euro sans la France. Donc nous avons des moyens de négocier autre chose, mais à condition que nous ne disions pas nous voulons autre chose, et puis si Mme Merkel gronde un peu trop fort, nous nous rangerons. Nous on dit clairement, si c'est pas possible, eh bien nous sortirons. Nous soumettrons ça bien entendu à référendum. C'est ce que nous appelons plan A, renégociation, rapport de force, mais plan B, hors de question de se tourner vers les Français et dire finalement vous savez quoi, eh bien on ne peut pas appliquer ce pourquoi nous avons été élus. Les Français en ont assez de ça, et je crois aussi c'est le problème de M. Montebourg, c'est qu'il a participé à ça en étant ministre, à faire autre chose que en même temps, il a des idées, il en a parlé ce week-end, qui pourraient se rapprocher des vôtres. Prenons un exemple, STX, les chantiers de Saint-Nazaire. Arnaud Montebourg veut une nationalisation temporaire de l'entreprise pour accompagner, sécuriser les salariés. Vous le savez, il y a un repreneur italien qui s'apprête à reprendre l'entreprise. Exemple très pertinent, il était ministre quand le démantèlement de l'entreprise a commencé et il n'a rien fait. Voilà. Mais vous êtes d'accord sur le fond avec lui? Oui, mais attention, moi je suis candidat en position plus fort que lui aujourd'hui dans le sondage, plus cohérent, et je ne veux pas, même si j'ai plaisir à discuter avec vous, commenter aujourd'hui le concours Lépine de tous ces nouveaux candidats, Lépine avec un L apostrophe. Donc le rassemblement. Non, je ne veux pas passer mon temps à discuter de ce qu'ils disent, tel le champignon né de la dernière pluie. C'est à lui de nous dire ce qu'il pense, par exemple, de nos propositions. Par exemple, je suis contre ce que dit M. Montebourg quand il dit qu'il refuse d'augmenter les salaires français, et notamment le SMIC, si les autres pays d'Europe ne les augmentent pas. Nous disons avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes les seuls, augmentation du SMIC, sitôt que nous arrivons à 1300 €. Qu'en pense M. Montebourg? Moi, je suis contre le fait que M. Montebourg, par exemple, veuille vendre une partie du parc social, du logement social. C'est une folie. Ça démantèle aujourd'hui un outil qui permet, notamment aux catégories moyennes, de pouvoir accéder au logement. Et je termine sur une chose. Non, mais je termine sur une chose. Quand une des porte-paroles de M. Montebourg, non, mais puisque je m'adresse à travers vous à Arnaud Montebourg, une des porte-paroles de M. Montebourg, c'est Catherine Lemorton, députée de Haute-Garonne et présidente de la Commission des affaires sociales, qui a soutenu la loi El Khomri, qui l'a portée au Parlement lors du débat, et qui a reproché aux frondeurs d'ailleurs de s'être opposés en disant qu'ils avaient pris en otage le Parlement. Aujourd'hui, avec M. Montebourg, elle semble se prononcer pour le retrait de la loi El Khomri. Admettez que de mon point de vue, c'est incohérent. Il y a des incohérences. Mais oui, donc c'est le problème. Donc à lui de nous dire qu'est-ce qu'il pense. Et je pense que si Arnaud était conséquent, comme Benoît d'ailleurs, les amis, si vous êtes désigné candidat de la primaire, le mieux c'est que vous vous retiriez pour nous donner plus de force et permettre que nous puissions être... Le rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais on discutera du contenu, mais on est mieux placé. On a regardé les sondages, bien évidemment. Proposition que Jean-Luc Mélenchon a faite à Tourcoing, cet impôt universel basé sur la nationalité. Vous pouvez préciser? Idée extrêmement forte. C'est-à-dire impôt universel, tout le monde paie l'impôt. C'est quand même la moindre des choses. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, vous avez certains Français fortunés qui se domicilient à l'étranger pour échapper à l'impôt. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a parlé ça d'hier? Il est allé à Tourcoing pour soutenir cette caissière d'Auchan. Faire payer tous les expatriés. D'abord, il va à Tourcoing pour soutenir cette caissière d'Auchan licenciée dans des conditions scandaleuses. Notamment, vous savez, celle qui avait à 85 centimes en plus d'erreur de caisse qu'elle avait fait, et celle qui a fait une fausse couche en raison des conditions, un peu de pression qui lui était fait. Le propriétaire de grande distribution Auchan, il habite en Belgique pour échapper à l'impôt. C'est une des premières fortunes de France. Eh bien, nous disons, quel que soit l'endroit où vous faites le choix de vous domicilier, le service fiscal viendra vous voir, vous demandera combien d'impôts vous payez dans le pays dans lequel vous êtes, et puis si c'est en deçà de ce que vous deviez payer en France, bien nous demanderons de payer la différence. Il a chiffré le rapport financier, ceci est appliqué aux États-Unis, ça s'appelle le FATCA. C'est pas une idée, vous savez, qui amène à ce que... Ça fait rentrer combien d'argent? Alors nous, notre réforme fiscale, 14 tranches d'impôts nouvelles, ça ferait rentrer près de 20 milliards d'euros, c'est ce que nous avons calculé.
Aujourd'hui, il faut lutter contre ces question. 60 à 80 milliards d'euros qui échappent en fraude et évasion fiscale et impôts. C'est majeur. Aucune autre politique sociale n'est possible si on ne fait pas ça. C'est ma dernière question. Mitterrand, c'était son anniversaire, l'anniversaire de sa mort hier. Qui est le digne héritier de Mitterrand aujourd'hui dans cette course à la présidentielle? Je me positionne pas comme ça. Moi, je suis d'une génération, j'ai jamais voté Mitterrand. Et il y a des gens parmi nous, comme Jean-Luc Mélenchon, qui sont fidèles quand même à l'homme qui avait augmenté le SMIC, 5e semaine de congés payés, etc. Je crois que le candidat le plus social, le plus conforme à une certaine idée de la République, de l'écologie, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais il ne faut pas faire parler les morts. Ce qu'a fait M. Cazeneuve est assez déplacé. Merci. Il y a une page nouvelle à écrire avec Jean-Luc Mélenchon en 2017. Alexis Corbière était l'invité du Télé. Belle journée à vous.